Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Président de Reconquête, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où les bombardements sont intenses sur Gaza, où la situation est explosive au Proche-Orient, où les manifestations dites pro-palestiniennes se multiplient, au moment aussi où la réalité est inflammable en France avec une menace terroriste islamiste prégnante. Vous affirmez, Éric Zemmour, que la guerre de civilisation est déjà là, sur notre sol. On vous demandera par quoi cela se manifeste et est-ce à dire que Huntington avait définitivement raison sur Fukuyama et son monde pacifié. Et plus largement, si c'est une guerre de civilisation, ne donne-t-on pas ainsi raison à Erdogan qui pointe de son côté la responsabilité de l'Occident dans les massacres de Gaza? Pour vous interroger, je suis entourée de mes camarades. Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et bien sûr Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. La situation, Éric Zemmour, est marquée par d'intenses bombardements sur Gaza, qui est en grande partie coupé du monde. Clairement, la guerre a franchi un nouveau cap. Vous allez vous rendre ce soir en Israël. Est-ce qu'il faut demander, comme l'a voté l'ONU, une trêve humanitaire, comme l'a dit également le président Emmanuel Macron, pour protéger les civils dans la bande de Gaza, comme le veut aussi l'Union européenne qui parle de pause? Cette trêve, pour vous, est-elle nécessaire et urgente? D'abord, vous l'avez dit, je me rends dès ce soir en Israël pour d'abord manifester la solidarité du peuple français avec les Israéliens, avec ce peuple qui a été éploré, et aussi pour montrer ma solidarité avec un peuple qui se défend contre la barbarie islamiste et qui se défend fermement et rudement, car c'est sans doute la seule solution dans ce cas de figure actuel. C'est pour ça qu'on va en parler. Je voulais dire d'ailleurs que dans le même temps, la tête de liste de Reconquête, Marion Maréchal, est en Arménie, elle aussi, pour défendre les Arméniens agressés par l'Azerbaïdjan et qui est soutenu par la Turquie d'Erdogan dont vous parliez. Vous voyez, nous sommes cohérents, nous pensons qu'il y a un conflit de civilisation, nous pensons que nous sommes dans le monde de Huntington, mais j'imagine qu'on va en reparler, et donc nous défendons notre civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée. Maintenant, vous m'interrogez sur la position d'Emmanuel Macron. Je suis, j'avoue, tout à fait ébahi par ces changements de pied incessants. Je n'arrive plus à suivre. Un jour, il va en Israël, il met sa solidarité avec le peuple israélien, il dit que les Israéliens ont le droit de se défendre, et puis ensuite, il s'en va, et puis il parle de coalition antiterroriste. Puis, quelques jours plus tard, vous l'avez dit, à l'ONU, il ne parle plus de coalition antiterroriste, mais il parle de coalition humanitaire. J'ai regardé l'explication de vote du représentant français à l'ONU qui dit qu'il a voté cette résolution arabe, mais en fait, dans son explication de vote, il explique pourquoi il aurait très bien pu ne pas la voter, puisque la résolution arabe à l'ONU ne tenait pas compte et ne parlait pas des massacres d'Israéliens, je le répète, d'enfants, de bébés, etc. Je pense que, vous savez, Emmanuel Macron a beaucoup abîmé la parole de la France, la position de la France. On l'a vu en Afrique tout l'été, on l'a vu au Liban où il a été ridicule. Vous savez, au Liban, comment on appelle la France? On appelle Emmanuel Macron, la comédie française. Mais est-ce contradictoire, pardonnez-moi, de dire qu'Israël a le droit de se défendre et d'appeler quand même à une trêve humanitaire? Et la réponse à Maxime, est-ce que vous-même, vous allez le demander? Écoutez, quand on demande une trêve humanitaire, ça veut dire qu'on demande un arrêt des combats. Donc on interdit à Israël de se défendre comme il l'entend. Donc vous voyez bien que c'est bien contradictoire. Mais moi, je pense qu'il y a une raison profonde au-delà de son en même temps, au-delà de son caractère changeant. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son discours de 2 heures sur le séparatisme islamique, après la mort de ce pauvre Samuel Paty, il y avait une phrase qu'on n'a pas assez relevée dans le discours d'Emmanuel Macron. Il demande aux Français de mieux comprendre la civilisation et les civilisations qui sont sur notre sol, car le peuple français est désormais composé de cela. Moi, j'ajoute 2 civilisations sur le même sol, ça fait 2 peuples. Et en vérité, je pense que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas diriger 2 peuples. Et qu'il donne en permanence des gages à l'un, puis des gages à l'autre. Et que, si vous voulez, il a tellement peur de la guerre civile, il a tellement peur des émeutes nouvelles, qu'il donne des gages en permanence aux uns et aux autres. Nous y arriverons, mais pour vous, donc, je comprends que la politique d'Emmanuel Macron est commandée par des questions de politique intérieure en France? C'est exactement ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui,
Nous ne sommes plus, vous savez, on a beaucoup parlé de souveraineté depuis 30 ans. Avec l'Europe, on avait des grands débats métaphysiques, très bien. Mais aujourd'hui, on arrive à l'os d'une souveraineté. L'origine de la souveraineté, c'est maîtriser son territoire. Eh bien, nous ne maîtrisons plus nos territoires. Nous avons des enclaves étrangères en France et nous avons des populations qui sont désormais le relais de pression de gouvernements étrangers. Vous savez, c'était la hantise de tous les rois de France, de tous les empereurs, de tous les dirigeants de la République. Le fameux État dans l'État, comme disait Richelieu. Eh bien, aujourd'hui, nous avons cela et nous ne maîtrisons plus. Et Emmanuel Macron est le produit de cela. Il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à demander cette trêve humanitaire. Il y a de nombreux dirigeants qui demandent à Benyamin Netanyahou d'agir dans le respect d'ailleurs du droit international, d'encadrer la riposte. Il y a des civils, évidemment, à Gaza. Dominique de Villepin a insisté sur la nécessité d'une riposte proportionnée. Est-ce que vous le comprenez, eu égard à ces populations qui sont sous les bombes aujourd'hui à Gaza ? Écoutez, il y a d'abord une chose évidente. Ce que dit Dominique de Villepin, ce que dit la France, ce que disent d'autres pays, c'est que la mort d'un civil vaut la mort d'un civil. Évidemment qu'un être humain vaut un être humain. Une vie palestinienne vaut une vie israélienne. Mais évidemment, toute vie est à égale dignité. Il faut le dire, bien sûr, parce qu'on croit toujours qu'on nous prête des pensées malfaisantes. Non, une vie vaut une vie. Bon, une fois qu'on a dit cela, il faut dire deux choses. La première, puisqu'on parle du droit international, le droit international n'interdit pas la réplique israélienne et n'interdit pas même la dureté d'une réplique. C'est faux de dire ça. Sinon, on ne pourrait jamais se défendre. Sinon, quand les Français bombardent Raqqa après les attentats du Bataclan, on aurait interdit la réplique française. Bon. Troisièmement, je voudrais dire qu'il y a quand même une différence entre des civils qui meurent parce qu'ils sont pris dans des bombardements. On a vu que les généraux israéliens demandent aux populations depuis des semaines de quitter leur domicile. Alors on vous dit c'est de l'épuration ethnique. Et quand on ne leur dit pas de partir, on dit c'est des massacres de civils. Il faudrait savoir. En revanche, il y a une grande différence entre ça et le fait de viser exprès des civils. Le fait d'égorger des bébés, pardonnez-moi. Le fait d'éventrer des femmes enceintes, de les tuer et de tuer leurs enfants. Il y a peut-être une petite différence quand même. Moi, en tout cas, j'en fais. Et je ne mets pas sur un même pied d'égalité. Donc je dis, l'horreur a été atteinte avec ces massacres du 7 octobre. Il ne faut pas l'oublier. Et Israël a le droit de se défendre. Donc je ne suis pas d'accord avec la trêve humanitaire, puisque vous m'interrogez là-dessus, et que j'essaye de répondre à vos questions et de le plus sur la clair riposte possible. proportionnée, là, qu'est-ce que vous répondez à Dominique de Villepin ? Ça ne veut rien dire, une riposte proportionnée. Pardonnez-moi, ça ne veut rien dire. L'important pour Israël est de rétablir son rapport de force. Quel que soit quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Je pense que, vous savez, le Hamas a fait exprès. Je veux dire, certainement. Le Hamas a fait exprès. Avec beaucoup d'objectifs. Exactement. Alors, on verra plus tard quels étaient véritablement les objectifs. Peut-être voulait-il attirer l'armée israélienne dans un piège avec tous les souterrains, les tunnels, etc., qui les attendent. Sans doute cela. Mais en tout cas, ils ont fait exprès. Ils ont porté la barbarie à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. En vérité, on se croirait dans l'offensive allemande en Russie. Je pense qu'il n'y a pas eu pire depuis, ou au Radour-sur-Glane. Il n'y a jamais eu pire depuis lors. Et donc, ils ont fait exprès. Donc, je crois que là, il y a un prix à payer. Il faut éradiquer le Hamas. Ça ne veut pas dire éradiquer les Palestiniens, je précise. Mais alors, justement... mais ça revient un peu au même, non ? Attendez, je vais répondre. Pas les deux en même temps. Éradiquer le Hamas, toute guerre, pour qu'elle ne soit pas un pur carnage, implique des objectifs de guerre. Quels sont les objectifs de guerre que peut se prêter Israël pour qu'elle ne se perde pas dans une guerre éternelle, infinie ? Vous savez... éradiquer le Hamas, ça se confond un peu avec... Je réponds à vos deux questions. D'abord... éradiquer le Hamas ne signifie pas éradiquer les Palestiniens. Personne ne souhaite éradiquer les Palestiniens. On ne va pas tuer des millions de personnes. Ce n'est pas un objectif de personne. Il n'y a que Al Jazeera qui prétend cela. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, un objectif de guerre, je vous dis, je pense que c'est d'abord rétablir un rapport de force. Je pense que c'est essentiel dans la région et d'ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité. Malheureusement, l'humanité, et c'est le rapport de force entre les différents pays, entre les différentes cultures, etc. Et deuxièmement, vous savez, je pense que là, Israël a été atteinte au fond de son
je dirais, de son imaginaire. Parce que Israël, qu'est-ce que c'est ? C'est la réponse non seulement à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à l'histoire des pogroms en Russie, en Pologne, etc., quand les Juifs sortaient du ghetto et se faisaient tabasser au minimum par les Cosaques. Je pense qu'Israël a été inventé pour ça. Et là, on voit bien qu'ils ont revécu ce genre de pogrom et de massacres, etc. Donc il y a un besoin, évidemment, de montrer qu'on est sorti de cela. Mais vous avez raison, ça ne veut pas dire que ça règle la question. Il faut en parler, Éric Zemmour. Est-ce que vous avez parlé de Dominique Villepin, on va en parler. Tout à fait. Dans tout ce qui est en train de se passer en Israël, faut-il aussi tenir compte de l'aspect territorial ? Autrement dit, certains disent qu'il y a un passé dans ce conflit et tout n'a pas commencé avec l'attaque barbare du 7 octobre. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Bien sûr, tout n'a pas commencé avec cette attaque barbare. On pourrait revenir très très loin, on pourrait revenir en 1948 quand le partage de l'ONU a été refusé par les Palestiniens et par les pays arabes. On pourrait revenir à encore plus loin. Mais moi, ce que j'aimerais, et parce que je voudrais répondre à travers vous, si vous le permettez, à Dominique de Villepin, qui est intervenu là-dessus, et qui défend à la fois la position traditionnelle de la France, qu'on dirait gaulienne, et puis une vision très française des fameux deux États. Je note en préambule que pour l'instant, avec le Hamas, les deux États, ça voudrait dire qu'il y a un État qui veut détruire l'autre et qui veut exterminer les autres. Je ne vois pas quel compromis est possible, puisque dans la charte du Hamas, il y a écrit qu'il faut tuer les Juifs. Qu'est-ce qu'on fait comme compromis ? On tue la moitié des Juifs et puis on donne l'autre moitié ? Je veux dire, il n'y a pas eu d'élection dans la bande de Gaza depuis longtemps. Depuis longtemps, vous avez raison. Mais quand il y a eu les élections, ils ont gagné. Mais vous avez raison, il n'y a pas eu d'élection depuis longtemps. Je reviens à notre histoire. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Si on veut aller le plus schématiquement possible, mais le plus complètement possible. Il y a eu d'abord un affrontement de nationalisme. C'est-à-dire, Israël, le sionisme est lui-même un mouvement national du 19e siècle, né dans la mouvance des mouvements nationaux européens, c'est-à-dire à la suite de la Révolution française, le nationalisme allemand, italien, tchèque, etc. Et le nationalisme israélien, qui finit par avoir un État en 1948. Là, à partir de 1948 et surtout de 1967, les Palestiniens érigent un autre mouvement national, en miroir du mouvement sioniste. Mais c'est un classique, les Allemands se sont construits en miroir de la France, etc., etc. C'est l'époque de l'OLP, c'est l'époque de Arafat, c'est l'époque où, je le rappelle, autour de Yasser Arafat, la plupart des dirigeants sont chrétiens. Et les accords d'Oslo. Attendez, vous allez trop vite. C'est d'abord un mouvement laïque et, je réponds à votre question, et national et territorial. Et là, il y a une querelle autour de territoire. Et puis, et c'est là ce que je voudrais dire à Dominique de Villepin et à vous, à partir de l'an 2000, il y a un mouvement qui est différent parce que les islamistes, le Hamas, prennent le pouvoir au sein du mouvement palestinien. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on voit le Hamas dénationaliser les Palestiniens. On apprend aux enfants une histoire qui est celle de l'Empire ottoman. On met au placard le grand poète Mahmoud Darwish qui était mis en exergue. Vous savez, une sorte de Victor Hugo palestinien. En vérité, on les islamise et on les dépalestinise. Et là, le conflit n'est plus autour de deux territoires et de deux peuples, mais en vérité, le problème palestinien, la quête palestinienne devient une espèce d'allégorie pour tous les musulmans persécutés à travers le monde. On n'est plus dans le même rapport. D'ailleurs, on ne combat plus des Israéliens, mais on combat des Juifs qu'on veut tuer. On voit bien qu'on est dans un conflit de religion. Et vous savez, le mot célèbre de Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation ? C'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. On voit qu'on est dans un conflit de civilisation. On va en parler.